va pas se mentir, 52e numéro. Bonsoir à tous et merci d'être en direct avec nous. Le débat d'ITélé avec le sourire et sans langue de bois. Avant de vous présenter nos débatteurs, voici le sommaire qui ne va pas vous surprendre. Malaise, satisfaction ou indifférence, que ressentez-vous devant l'image d'un ex-président devant le juge? Nicolas Sarkozy a entendu dans l'affaire Bettencourt, c'est la deuxième fois sous la Ve République. On en parle. Consternation, rire ou colère, que ressentez-vous devant le spectacle de l'UMP? Croyez-vous à une sortie de crise? On y revient. Et puis les élèves de plus en plus violents, les profs pris à partie, la violence scolaire a augmenté de 14% cette année par rapport à l'an dernier. La faute à qui? La faute aux parents? On pose la question. Avec nous pour en débattre, Razia Hammadi, députée socialiste, merci d'être avec nous. Face à nous, Géraldine Poirot-Gauvin, secrétaire nationale de l'UMP. Et maintenant, on précise votre étiquette. Copé. Alexandre Varlet, à côté de vous, délégué général, Réseau national des entreprises pour l'égalité des chances dans l'éducation. Merci d'être avec nous. Et puis Bruno Roger-Petit, journaliste au Plus, nouvel observateur. Merci à tous les quatre. Et si vous voulez réagir, vous connaissez désormais le moyen. Il faut réagir sur Twitter avec ce hashtag-là. C'est un petit peu long, un petit peu compliqué. Hashtag ONVPSM, mais ça vaut le coup. 12 heures devant le juge, Nicolas Sarkozy est entendu par le juge Gentil dans le cadre de l'affaire Bettencourt. La justice veut savoir si Nicolas Sarkozy aurait reçu de la milliardaire de l'argent qui aurait financé sa campagne électorale de 2007. Il risque une mise en examen pour recel d'abus de faiblesse. Écoutez ce qu'il en disait, c'était sur Canal+ en avril dernier. Comme toujours avant la présidentielle, il y a un certain nombre de boules puantes, c'est classique, ça ne surprend personne, c'est pas pour autant que c'est agréable. Deuxièmement, je voudrais dire une chose sur les comptes de ma campagne de 2007. Parce que ça, revenons aux faits. Ils n'ont été contestés par personne. La Commission nationale des comptes de campagne a certifié ces comptes en disant qu'il n'y a pas un centime dont on se demande d'où il vient. Il n'y a pas une dépense dont on se demande par qui elle a été financée. Voilà la ligne de défense à l'époque de Nicolas Sarkozy qui est toujours actuellement dans le bureau du juge. Je voudrais qu'on écoute Claude Guéant ce matin qui parlait de cette audition de Nicolas Sarkozy. Ce que je voudrais dire, c'est deux choses. La première, c'est que je voudrais être absolument certain qu'il était nécessaire de l'entendre. Je n'en suis pas sûr, pour tout dire. Deuxièmement, c'est que je suis certain que Nicolas Sarkozy n'est pour rien dans cette affaire. Alors, l'image de Nicolas Sarkozy devant les juges. Nicolas Sarkozy, président il y a encore 6 mois, aujourd'hui devant un juge, peut-être une mise en examen. Qu'est-ce que vous ressentez sur cette image-là d'abord? Est-ce que ça vous indiffère? Est-ce que ça vous réjouit? Vous dites il faut que justice passe? Ou est-ce que ça vous met mal à l'aise? Razia Hammadi. On ne peut pas se réjouir d'un homme qui est convoqué chez le juge. Par ailleurs, il est convoqué, il n'est pas coupable. Il y a une présomption d'innocence. Deuxième élément, ça me met mal à l'aise parce qu'on sait qu'à la fin, ce que ça transmet, ce qui est ressenti derrière l'écran de télévision, c'est tous pourri. Or, il y en a des milliers qui bossent honnêtement, correctement, et voilà, ça me dérange. Et puis, troisième chose, c'est que on ne peut pas être sur des argumentaires tels que ceux qui ont été portés, c'est-à-dire la Commission nationale des comptes de campagne, par définition, elle ne juge que l'argent qui est dans les tuyaux officiels. Or, lorsqu'on récupère de l'argent de cette manière-là, si jamais c'est avéré, évidemment, ils n'apparaissent pas dans les comptes de campagne. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que on peut pas être sur du défaussement ou sur de la bonne foi, ou c'est mon ami, comme disait Guéant, je le connais très bien. D'ailleurs, il aurait pas dû être convoqué. Les Français veulent que la justice passe, qu'elle puisse faire son travail, qu'on respecte la présomption d'innocence. Et c'est pour ça que la proposition de François Hollande de revoir le statut pénal du chef de l'État va, à mon avis, à partir du moment où on respecte l'indépendance des pouvoirs aussi, dans le bon sens. Géraldine Poirot-Gauvin. Il y a eu une réforme qui a été faite et aujourd'hui, au lendemain du 6 mai, le Nicolas Sarkozy est devenu injusticiable comme les autres. Et d'ailleurs, être convoqué devant le juge, il ne faut pas faire ce raccourci tous pourris parce que justement, il y a la présomption d'innocence. Et donc, moi, je pense qu'il faut que la justice... Oui, mais je pense qu'il faut que la justice fasse son travail. Sur le fond de l'affaire, vous comprendrez que d'abord, je n'ai pas les éléments pour en parler. Et puis aussi, il y a une règle en démocratie, c'est qu'on ne commande pas le travail de la justice tant qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Donc, vous comprendrez que je garde une certaine réserve. Maintenant, Nicolas Sarkozy a toujours été favorable
favorable à la réforme du statut du chef de l'État, du statut pénal du chef de l'État. D'ailleurs, c'est une réforme qui est passée en 2007, donc sous un gouvernement de droite. Et puis il y a eu et donc il y a encore peut-être des progrès à faire. Mais aujourd'hui, moi, j'observe, mais je constate qu'il y a la présomption d'innocence et le tous pourri. Je n'y adhère pas du tout. Alexandre Varlet, d'abord sur l'image, avant de rentrer au fond. Moi, je trouve qu'on est dans la normalité. C'est-à-dire qu'il y a une enquête, il y a des doutes, on convoque. C'est injusticiable comme tout le monde et le fait qu'il soit convoqué par le juge, pour moi, c'est tout à fait normal. Alors ça prend un trait exceptionnel parce que c'est l'ancien président de la République, mais au moment des faits, il ne l'était pas et au moment de sa convocation, il ne l'est pas non plus. Et je pense que c'est tout à fait normal et je pense que ça lutte justement contre le tous pourri. C'est-à-dire qu'il soit injusticiable comme les autres participe au fait de dire, eh ben en fait, s'il a fait quelque chose ou si un politique fait quelque chose, il passera devant le juge comme le kidam. Et je trouve ça plutôt bénéfique pour la démocratie. Bruno Roger-Petit, quel sentiment vous ressentez quand vous voyez l'image de Nicolas Sarkozy là, qui arrive? Deux choses. La première, c'est qu'il n'est pas devant le juge aujourd'hui par hasard. Même si le juge gentil, même si le juge gentil est quelqu'un d'éminemment discret, puisqu'on n'a pas d'image publique de lui depuis plus de 15 ans. Voilà, on n'a qu'une photo qui date d'il y a 14 ans. Qui est quand même assez exceptionnel. Il y a eu un travail qui a été fait par de nombreux journalistes, je pense aux travaux du Monde, Davet et L'Homme, qui ont quand même montré que dans cette affaire, il y avait effectivement matière un jour à entendre, au moins entendre Nicolas Sarkozy sur ce dossier. Et puis la deuxième réflexion, plus politique, c'est que avec ce qui se passe à l'UMP depuis quelques jours, j'entendais beaucoup de mes confrères éditorialistes et commentateurs dire c'est indirectement une victoire de Nicolas Sarkozy. Il semblerait que le calendrier judiciaire vienne aujourd'hui infirmer cette analyse que j'avais trouvée un peu rapide et on en a la preuve là. Alors maintenant, voilà. Je suis choquée quand même que vous disiez qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est comme ça que vous avez commencé votre intervention. Non, j'ai dit on ne se retrouve pas devant un juge d'instruction par hasard. Oui, mais moi, je sais pas. La présomption d'innocence, c'est un principe auquel je suis vraiment très attachée. Je n'ai pas dit autre chose. Non, mais on ne dit pas par hasard. Non, parce que vous j'ai dit on ne se retrouve pas devant. Et oui, on ne se. Non, je ne dis pas le doute. Je dis une réalité, c'est qu'on ne se retrouve pas dans ce pays, en principe, devant un juge d'instruction par hasard. Il y a eu quand même aussi, et ce qui est important à rappeler, c'est pour ça que je parlais du statut pénal, c'est que la capacité aussi de pouvoir, indépendamment des fonctions évidemment, entendre un président de la République. Dans le cas présent, je vous rappelle qu'on a eu, il n'est pas convoqué en effet, j'emploierai pas le terme par hasard, mais il n'est pas convoqué comme ça du jour au lendemain. C'est une enquête qui est longue, c'est une enquête sur laquelle il y a eu des remises en cause de l'indépendance de la justice. On a vu les intrusions du pouvoir. Elle est longue également parce qu'à cause ou pas de la réforme du statut pénal, en tout cas, il ne pouvait pas être entendu pendant qu'il était... nos concitoyens, c'est un sentiment d'immunité. Voilà. Donc tout ce que je dis, c'est que sur une affaire comme celle-ci, est-ce que vous avez l'impression d'entendre l'immunité? Est-ce que vous avez l'impression que ça donne ce sentiment-là? S'il avait été réélu, il n'aurait jamais pu être convoqué. Ou comme Chirac plus tard, après. À un moment où ça n'a presque pas de sens. Mais on respecte le statut actuel, et puis voilà. Est-ce qu'il faut le changer, ce statut? Est-ce qu'il faut qu'un chef de l'État soit entendu pendant l'exercice de son mandat? Bien sûr. Moi, je pense qu'un président de la République, il doit être exemplaire, et n'importe quel élu d'ailleurs. Attaquer tous les jours, matin, midi et soir, comme ça a été fait pendant toute la présidence de Nicolas Sarkozy, on l'attaquait partout. C'est marrant votre raisonnement. C'est marrant votre raisonnement. Parce qu'on vous le attachez au statut pénal exclusivement du président de la République. Alors si on prend le cas de Guérini à Marseille, il faudrait également qu'il soit dans la même situation. Eh bien, il faudrait le dire. Vous portez un sujet d'actualité, puisque aujourd'hui même, la garde des Sceaux a écrit au bureau du Sénat pour lever l'immunité de M. Guérini, parce qu'il semblerait qu'il y ait des risques ou qu'il y ait la possibilité d'une garde à vue. Voilà, ce qui n'est pas possible pour un président de la République. Donc votre question est d'actualité et pertinente. Pardonnez-moi, Bruno Roger-Petit, est-ce qu'il faut changer la loi pour qu'un Nicolas Sarkozy, s'il était encore président, soit entendu dans le cadre de cette affaire Bettencourt? Est-ce que... Oui, moi je trouve que de ce point de vue-là, le Parti Socialiste a raison de porter cette révision de la Constitution. Il faut le faire. Il faut le faire parce que, souvenez-vous, quand Jacques Chirac a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, il l'a été pour des faits qui avaient plus de 15 ans, plus de 20 ans. Et tout le monde s'est dit, mais ça n'a plus de sens. De la même façon, aussi, si on élargit le débat, vous avez en ce moment Jean et Xavier Tibéri
Valéry qui sont devant le tribunal pour des faits aussi qui ont été commis il y a plus de 15 ans, plus de 20 ans. Et ça n'a... Non, mais je vous dis une chose, c'est que trop souvent, effectivement, et Razia Hamadi a raison d'insister là-dessus, en matière politique, dès lors qu'il s'agit d'élus, d'anciens élus, la justice donne le sentiment de passer trop tard à un moment où ça n'a pas de sens. Or, si je me souviens de mes cours de droit pénal, justement, ce qui fait l'intérêt du droit pénal, c'est que pour que ce soit efficace, pour que cela signifie quelque chose du point de vue de la société, il faut que ça ait lieu dans un temps raisonnable. Oui. Je pense que notre pays traverse une véritable crise morale. Et on ne peut pas avoir le voleur de mobilette qui est en comparution immédiate et au cachot 12 heures après. Et des affaires. Mais si, ça se passe comme ça. Comment ça se passe comme ça? Ça se passe pas comme ça. Comment ça se passe pas comme ça? Surtout que vous réduisez les places de prison et bien sûr. vous mettez de plus en plus de bracelets. Député de circonscription, vous voulez que je vous... Attendez, non, mais je vous cite le nombre de mamans qui m'appellent en me disant ils sont venus le prendre. Ils sont venus le prendre. Mais bien sûr que si. Mais je vous invite à aller un jour au tribunal correctionnel de Paris, allez voir ce qu'on appelle les citations directes et vous verrez comment ça se passe. Faut arrêter, quoi. Qu'est-ce que vous répondez? Alexandre Varlet, qu'est-ce que vous répondez à ce qu'il dit? Pourquoi est-ce que vous dites c'est pas vrai? Mais parce que c'est expliquez pas vrai. aux téléspectateurs pourquoi est-ce qu'il vous dit que c'est pas vrai qu'un voleur de mobilette il est en prison dans les... Alors on peut avoir comparution immédiate pour vol, d'accord, à partir pour vol, là, voilà. Mais moi c'est sur le cas de la mobilette parce que forcément, quoi. Si vous regardez, il y a une étude qui est sortie il y a très peu de temps qui montre que les peines courtes sont de moins en moins appliquées et qu'on attend de plus en plus de temps pour les faire. D'où votre réflexion sur les bracelets électroniques. Et moi, qui peux vous dire, qui suis d'un quartier, qui vais 3 fois par semaine dans mon quartier, le nombre de jeunes qui attend d'aller purger sa peine ou alors qui sait qu'il va pas faire de prison parce que c'est sa première peine, etc., alors qu'il a pris du ferme, je peux vous en citer une vingtaine, une trentaine, comme vous en citez dans votre circonscription. Et en attente de leur peine, la plupart d'entre eux ont déjà fait de la garde à vue. Oui, la garde à vue, mais ça c'est normal. C'est ce que je disais, le cachot. Bien, on est loin de Nicolas Sarkozy, là, si vous permettez, le voleur de mobilette. Dans une société, c'est l'échelle de valeur entre ceux qui sont hauts. Moi, je suis entièrement d'accord. Je vais vous dire, je fais partie d'une génération à l'UMP qui se bat aussi pour qu'il y ait plus d'éthique en politique. Donc vous êtes pour la réforme du statut pénal du chef de l'État, y compris en fonction. Non, mais je suis pour que les élus ne soient pas au-dessus des lois. On est d'accord. Et notamment, je vais vous dire, quand on a saisi, on est un certain nombre d'élus à avoir saisi la commission Jospin, justement sur certaines condamnations de notre président de région à la région Île-de-France, eh bien, on s'est fait opposer une fin de non-recevoir, alors qu'on voulait apporter des éléments pour dire qu'effectivement, en politique, il fallait des élus exemplaires, qui ne soient pas condamnés par la justice. C'était dans le programme de François Hollande, par ailleurs. Et on a été très déçus sur les conclusions de la commission. Justement, on va faire la transition, elle est toute trouvée, parce qu'on va parler du fond, on va parler de politique. Éventuellement, s'il y a une mise en examen dans les prochaines heures de Nicolas Sarkozy, est-ce que ça le disqualifie nécessairement? Bruno Roger-Petit. Non mais de toute façon, là encore, c'est un faux débat, cette histoire de retour éventuel de Nicolas Sarkozy. Vous n'y croyez pas? Il n'y aura pas de retour possible. Et je vais même vous dire, ce qui est en train de se passer rend encore plus compliqué un éventuel retour. Parce que, bon voilà, disons les choses comme elles sont. Il y a 2 prétendants majeurs aujourd'hui à la candidature UMP à l'élection présidentielle. François Fillon, Jean-François Copé et quelques autres. Bon, de moindre importance, mais ça se jouera entre ces 2-là. Ni l'un ni l'autre n'ont intérêt aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, à orchestrer d'une façon ou d'une autre le retour de Nicolas Sarkozy. Donc de ce point de vue-là, la parenthèse est refermée. Vous êtes d'accord en face? Moi, vraiment, je pense que vous faites vraiment des plans sur la comète. Je pense qu'il n'y aura pas forcément... Sarkozy, parce qu'aujourd'hui, on est dans une élection à la présidence d'un parti, ce qui n'a rien à voir avec la candidature à l'élection présidentielle de 2017. En ce qui concerne la droite, nous avons dit clairement que nous voulions des primaires ouvertes. Et je peux vous dire que dans les rangs de l'UMP, il y a des gens très ambitieux qui ont aussi envie de tenter leur chance. Donc je pense que ça ne va pas se limiter à cette candidature Fillon et Copé. Il y aura d'autres candidats. Les présidentielles les plus sérieux. Les présidentielles les plus sérieux. Mais vous savez, un homme politique, c'est pas parce qu'il est mis en examen qu'il sera condamné. Et puis, on peut... moi, je vous dis, je suis très attachée à la présomption d'innocence. Donc, le retour de Nicolas Sarkozy, il n'est pas du tout impossible. D'ailleurs, les militants de l'UMP, c'est le message que nous avons entendu pendant toute cette campagne, sont très attachés à la personne de Nicolas Sarkozy. Oui, ils n'arrivent pas, justement, à faire ce passage. Et tous, souhaitent qu'il joue un rôle important, un rôle politique très important à droite.
Indéniablement. Ça c'est vrai. Mais c'est votre plus lourd handicap, je vais vous dire. Il y a un sondage qui a été fait par l'Institut CSA aujourd'hui qui est très révélateur. Quand on demande à l'ensemble des Français quels sont les présidentiables les plus intéressants de votre point de vue à droite aujourd'hui, arrive en premier ensemble des Français, François Fillon, puis Nicolas Sarkozy, et très loin derrière, Jean-François Copé. Je crois que c'est 25, 24 et 9%. Quand on interroge les sympathisants UMP, les électeurs UMP, Nicolas Sarkozy recueille 55% des voix. Mais ça veut dire quand même quelque chose d'assez exceptionnel. C'est qu'il y a 25 à 30% de l'électorat français qui vote UMP depuis les européennes 2009, qui vit dans une dinguerie totale, complètement déconnecté des réalités, Mais pourquoi vous dites ça ? qui vit avec l'espoir qu'un fantôme va revenir Non, pour mais les attendez, sauver. ça, c'est Alexis, votre je vous jure, secret. c'est très problématique. Non, mais c'est votre espoir. Mais attends, parti. peut-être qu'on a juste un bilan, le bilan de Nicolas Sarkozy. Oui, mais- Alors, on est en train de faire la comparaison avec le nouveau Mais président. rendez-vous compte de la déconnexion entre ce que pensent 75% des Français et les électeurs de l'UMP. Mais sur cette question, Alexandre Varlet, la dinguerie, selon les mots de Bruno Roger-Petit, dans laquelle vivraient certains militants UMP, à imaginer le fantôme Sarkozy revenant. Vous répondez quoi à ça? Est-ce que c'est une dinguerie ou non, c'est une réalité? Mais on n'en sait rien. En fait, on n'en sait rien. C'est qu'à 6 mois après l'élection de 2007, on ne savait pas qui allait être le candidat du PS. Et là, c'est pareil. On est exactement dans la même situation. Si les conditions sont favorables à un retour de Nicolas Sarkozy et par l'opinion favorable des Français et par l'UMP, peut-être qu'il reviendra. Si les conditions ne sont pas favorables et sont favorables à un autre, ça sera un autre. Mais je pense que imaginez... Je viens de vous expliquer que ceux qui le souhaitaient, c'était les Je voudrais électeurs de défendre les l'UMP. militants de l'UMP quand même, parce que vous les prenez pour des imbéciles. Non, mais les militants de l'UMP, c'est des Français comme tout le monde. C'est des gens qui s'engagent, qui ont le courage de s'engager, qui ont le courage de ne pas être imbécile. qui ont le courage de prendre leur carte dans un parti politique, hein, parce que moi j'aime beaucoup les gens qui donnent des leçons, mais qui prennent pas leur carte dans un parti politique. Voilà, je trouve que je les soutiens et je trouve que leur opinion est extrêmement importante. Allez, Razia Hamadi, un mot, et après on va parler à la guerre. On va passer à la guerre l'UMP. Il faudra juste retrouver les mêmes sondages avec le PS et Strauss-Kahn et voir comment tout ça a switché. C'est la même chose. Justement, On peut pas. Vu la situation du pays et au-delà de la gauche et de la droite d'ailleurs, il faut revenir un petit peu à la politique, mais ce qu'elle a peut-être de plus beau en termes de réflexion. Quel est le problème aujourd'hui de la droite? C'est que quel est le problème du point de vue politique? On a pu y être confronté dans une partie de notre histoire, nous aussi, notamment après 93. C'est pour ça que je vous dis. Mais déjà, franchement, essayez de changer d'attitude, parce que je viens de vous dire au-delà de la gauche et de la droite. C'est que Nicolas Sarkozy n'a ni dit je reste, ni dit je pars. Et donc ça a créé une situation politique qui est la suivante. C'est que la réflexion sur le bilan, à la fois ou pour dire qu'il était super et merveilleux, je vois Pierre Lelouch et d'ailleurs ses déclarations qui appellent à dire faisons une analyse. Qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était mauvais, pourquoi on a perdu? Pourquoi on a perdu toutes les élections locales avant 2012? Pourquoi on a perdu 2012? Et avoir un travail de réflexion sur le fond. Nous, on est sortis des faits de 2002. On n'a pas reconstitué un stock intellectuel, comme le disait Michel Rocard, en disant maintenant il faut refaire la boîte à idées pour les 20 ans qui viennent. Mais, par exemple, sur la question du libre-échange, on a une ligne politique qui a changé. Sur la problématique de la décentralisation, on a un petit peu bougé. Moi, je suis nouveau député. Donc, en toute humilité, moi, j'ai été très surpris dans l'hémicycle de voir la droite arriver au lendemain du 6 mai, comme si rien ne s'était passé. Mais c'est faux ce que il n'y vous avait dites. plus Nicolas Sarkozy, non. il allait revenir un jour. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Tout était parfait, le dire bilan était merveilleux, non, la gauche était illégitime. Nous avons la gauche était illégitime à diriger le pays. Il y a eu un vrai débat d'idées, un vrai débat de fond. Vous avez vu le taux de participation sur les textes? Eh bien, il y a eu un vrai débat. Oui, mais parce que c'était un vote qui était extrêmement compliqué. Je peux vous dire quand vous voyez le bulletin de vote. Oui, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il y a eu un vrai débat, les émotions ont pu s'exprimer, il y a eu des échanges et la ligne politique de la droite forte qui est quand même arrivée en tête à 28%. Oui, parlons-en. Vous êtes pour intégrer dans la Constitution des éléments religieux, par exemple? En tout cas, je vous dis que la droite forte, je pense que les gens l'ont pas la droite forte a remporté un score très honorable le meilleur score auprès des militants. Il faut respecter la parole des militants. On ne peut pas faire voter les gens, leur dire qu'ils vont participer à la démocratie, au débat interne. Ça, c'est votre problème. Oui, messieurs, madame, je voudrais qu'on parle de ce qui... Bon, là, on est allé un petit peu trop loin. Revenons, on est déjà dedans, mais revenons vraiment à la politique politicienne, au psychodrame, à ce qui se passe depuis 5 jours. Feuilleton Dallas à l'UMP, peut-être le dernier épisode. En tout cas, après 5 jours de crise, Alain Juppé, le casque bleu, prend la main. Commission Juppé, donc, qui va se prononcer dans 15 jours, qui dira peut-être à Bémousse Papam, on aura la fumée blanche, peut-être dans 15 jours. On revient juste sur cette dernière journée, encore hallucinante, à l'UMP, chez les copains de l'UMP.
Non, ce n'était pas le radeau. Je ne vais pas accepter ce comportement de François Fillon et surtout de ceux qui le conseillent et qui, à mon avis, le conseillent très mal, qui est un comportement de mauvais perdant. Il faut réduire cette fracture. Il faut recoudre les fils. Voilà. Et c'est Alain Juppé. J'ai décidé de saisir moi-même, dès aujourd'hui, conformément à l'article 28 de notre règlement intérieur, la Commission nationale des recours. Cette élection un peu volée, cette élection illégitime, ça colle à Jean-François Copé comme le sparadrap du capitaine Haddock. Voilà son risque. Je trouve que ce déballage est très indécent parce qu'il donne à penser qu'il y a des tricheurs à l'UMP. Moi, j'ai confiance dans François Fillon, j'ai confiance dans Jean-François Copé. Les copains d'abord. Aujourd'hui, l'un comme l'autre ne sont plus en état de diriger cette formation politique. Il ne peut pas remettre en cause les statuts, notamment à travers cette direction provisoire qui, avec toute l'amitié, le respect que j'ai pour Alain Juppé, mais qui tomberait du ciel. Moi, j'ai surtout envie de dire aujourd'hui, on se calme les garçons. Sur le ventre, ils se tapaient fort, les copains d'abord. Voilà, on se calme les garçons, dit Michel Alliot-Marie. Alexandre Varlet, est-ce que c'est le début de la fin de la crise ce soir ? Ouais. En fait, pourquoi ? Non, mais pourquoi ? Ouais. Ouais, excusez-moi. Mais... Ouais, c'est pas oui, c'est pas un oui franc. En fait, pourquoi je vous dis ça ? Parce que, in fine, on respecte les statuts. Si j'ai bien compris, la commission Juppé va être juste là, en espèce d'audit interne, pour voir si ce qui se passe à la COCE, ce qui se passe à la Commission nationale de recours, est fait dans les règles statutaires. Et donc, on a proposé un sage pour vérifier que tout se passe bien. Donc, je pense qu'on est en voie d'apaisement, tout simplement parce que l'UMP a pris la voie statutaire qui était la meilleure. Là, on ne pourra pas sortir comme ça de son chapeau 3 fédés ou 200 voix de plus à Nice ou je ne sais quoi. Là, ça va être fait de façon sérieuse. Alors après, il y aura toujours les discours, il y a plus de copéistes que de fillonistes, etc., etc. Mais ces gens-là ont été élus. Et je pense que quand on fait partie d'un parti politique, dire que les autres sont malhonnêtes, il y a un vrai problème intellectuel. Mais si on regarde bien, je pense que Copé s'en est extrêmement bien sorti par rapport à Fillon. Je pense que Fillon a proposé toutes ces choses-là en pensant que Copé allait refuser, et Copé a accepté, prenant le contre-pied de Fillon, et in fine, c'est la voix de Copé qui prend le dessus en disant on respecte les statuts. Roger Petit, vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que, quelle que soit l'issue, au terme des jours qui viennent, la seule leçon politique qui compte dans cette affaire, c'est que François Fillon a de toute façon délégitimé Jean-François Copé. Il l'a fait hier sur le plateau de TF1 en procédant en 2 étapes, en disant « je n'ai pas confiance », avec un accent de sincérité fort dans les institutions de l'UMP telles qu'elles sont aujourd'hui. Et deuxièmement, je renonce moi-même à être président de l'UMP, puisque être élu dans ces conditions pareilles, que ce soit avec 102 voix, 25 voix, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Et ce faisant, il a porté quand même un coup décisif à Jean-François Copé, qui est en difficulté aujourd'hui, beaucoup plus que ce que vous pensez. C'est que dans la perspective, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ça qui compte, et vous avez rappelé vous-même, il y aura une primaire ouverte. Dans la perspective de la primaire ouverte, dans un contexte où aujourd'hui, les choses pourront bouger, je l'admets, mais dans un contexte où aujourd'hui, auprès des sympathisants et des électeurs UMP, François Fillon dispose d'un avantage considérable, ça va peser. Et de ce point de vue-là, c'est lui qui sortira politiquement, je ne parle pas institutionnellement, je ne parle pas des arrangements d'appareil, c'est même plus la question. Politiquement, aux yeux de l'opinion et du cœur de l'UMP, des militants, des sympathisants UMP, c'est lui qui va sortir gagnant de l'affaire. Non mais l'oracle. Évidemment, elle n'est pas d'accord. L'oracle a parlé. Non, un oracle, c'est une analyse. Non mais en tout cas, je suis pas sûre que ce soit vraiment une analyse parce que hier soir, moi j'ai trouvé très grave que François Fillon, qui s'est présenté à l'élection de la présidence de l'UMP, conteste les statuts après l'élection, conteste les organes de l'UMP après l'élection. Leur composition. Non, mais leur composition, oui, mais si, parce que c'est voilà, quand on se présente à une élection, on peut pas dire quand on se présente à la présidence de la République en France, ah ben finalement, je reconnais plus le Conseil d'État, je reconnais plus le Conseil constitutionnel, je reconnais plus la Constitution française, et puis finalement, comme le résultat m'arrange pas, je considère que tous ces gens-là ne sont pas valables. Non.
on a des statuts et je pense que c'est effectivement la voie statutaire qui va nous permettre de sortir de la crise. Pourquoi? Si, parce que il va y avoir... Mais vous réfugiez non, attends, excusez-moi, je vous ai laissé parler. Non, je vous laisse... Derrière un principe de légalité, c'est une question de légitimité. Je vous ai laissé parler, donc maintenant j'aimerais finir, s'il vous plaît. Je vous en prie. Il y a eu différents organes qui se sont prononcés, qui vont se prononcer. Commission électorale, des opérations électorales, la commission des recours, qui va purger tous les recours. Et vous savez que c'est très important. De grâce. Pardon, je peux dire quelque chose de journaliste. Ça fait 4 heures qu'on est en direct. Les Français ne comprennent rien à vos commissions. Commission de recours, commission Juppé, COCOE. S'il y a eu des fraudes, de grâce. S'il y a eu des fraudes, il faut les purger. S'il y a eu des problèmes, vous savez, moi, je milite pour la transparence et l'éthique en politique. Donc moi, je pense qu'il faut qu'il y ait toute la transparence. Il faut que les Français comprennent ce qui se passe. Il n'y ait pas de doute. Pourquoi? Alors, Razi Hammadi. Juste, moi, je reviendrai à mon propos premier, c'est que je pense que pour comprendre les choses, il faut toujours revenir à la politique. Moi, au début, je vous cache pas, dimanche soir, je ne sais pas si vous connaissez cette série là, Flash Forward, qui est une très bonne série d'ailleurs, hein. Et c'est une série où les gens ont des flashs de ce qui s'est passé dans le passé. Et donc c'était dimanche soir un petit peu ce que j'ai vécu. Congrès de Reims. Voilà, je vous cache pas que quelques heures après, je dis bon là on est dans une autre dimension par ailleurs. Et donc j'ai essayé de réfléchir aussi politiquement parce que c'est toujours intéressant, c'est un parti politique, on n'est peut-être pas d'accord, etc. Ce qui nous a permis aussi de réguler les choses au Parti socialiste, au-delà de la culture démocratique aussi. C'est la première fois qu'on vote à l'UMP en 10 ans quand même. Bien sûr, c'est une chose très positive. Voilà, c'est quelque chose qui est nouveau pour eux. Donc il y a aussi une expérience par rapport à nous qui est moindre. Mais ça a toujours été comme ça, on s'entend. Mais c'est pas une critique, c'est l'histoire des partis de droite, bonapartistes, de gauche, depuis 150 ans dans ce pays. Il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de critique. Mais lorsque Martine Aubry l'emporte, même si c'est d'une courte tête, il y a une logique politique derrière, parce qu'il y a eu un vote sur des textes. Et 70% de ces textes-là disent on soutient Martine Aubry. C'est-à-dire qu'en conséquence derrière, elle est une dirigeante du Parti socialiste, même d'une courte tête, mais qui a déjà une majorité constituée d'une majorité d'idées de 70%. Or là, cette dimension politique-là, elle est complètement inexistante. C'est quand même incroyable qu'on ait le débat. On n'a pas eu de débat sur le fond durant... Ah bon non, mais il n'y a pas eu... Même les journalistes disaient... Priorité au direct, on va partir à Bordeaux. Excusez-moi, je vous coupe très brutalement, mais on voit l'image de la voiture de Nicolas Sarkozy qui sort du bureau du juge Gentil. Voilà. Là, voilà, je vous laisse l'image. La voiture de Nicolas Sarkozy escortée par 2 autres voitures qui quittent le palais de justice de Bordeaux ce soir après 12 heures d'audition. Après 12 heures d'audition dans le cadre de l'affaire Bettencourt, Nicolas Sarkozy a été entendu. Antoine Estève, est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe à Bordeaux? Ça y est, Nicolas Sarkozy est sorti. Bien, Jérôme, bien. Oui, effectivement, il est sorti, Nicolas Sarkozy. Je vais essayer de m'approcher de sa voiture, car je crois que c'est sa voiture qu'on voit. Je crois que c'est sa voiture qu'on voit juste derrière ici. Nous allons essayer de nous approcher. Nous sommes à côté du cours d'Albret, devant le palais de justice de Bordeaux. Il y a effectivement cette Citroën C6 avec, vous le voyez, des policiers sur des motos qui nous empêchent d'approcher. Et nous pensons qu'il s'agit effectivement de la voiture de l'ancien président de la République qui s'en va en direction de l'aéroport de Bordeaux. Oui, c'est bien, a priori, cette voiture dans laquelle il est arrivé ce matin, qui vient de partir en direction de l'aéroport de Bordeaux. Vous l'avez vécu en direct avec nous, ça s'est passé en quelques secondes. On attendait un gros dispositif policier. Il est encore plus impressionnant que ce qu'on attendait, car vous le voyez, il y a encore des sorties qui sont gardées en ce moment même par des dizaines de policiers autour du palais de justice. Là, il y a un mouvement de panique en ce moment même, au moment où je vous parle, des journalistes, car il y avait une centaine de journalistes ce soir ici autour du palais de justice de Bordeaux avec plus de 25 caméras. Donc vous imaginez, tout le monde en ce moment essaye de savoir vraiment ce qui s'est passé, mais nous pensons avoir vu la voiture de l'ancien chef de l'État. Antoine, qu'est-ce qui va se passer maintenant, concrètement et juridiquement ? Concrètement, il y a 2 hypothèses. Nous allons le savoir ce soir si le parquet de Bordeaux veut bien communiquer, car vous le savez, la magistrate qui s'occupe de la communication avec la presse est en vacances en ce moment. Le parquet de Bordeaux n'a pas l'habitude de communiquer avec les journalistes. Nous avons beaucoup de mal à obtenir des informations. Nous avons seulement ces quelques policiers qui nous donnent des bribes d'informations, car nous les connaissons bien. Et c'est eux jusqu'ici qui nous ont donné les informations que nous avions sur cette affaire. Ce qui peut se passer, c'est que ce soir, pour l'instant, on attend un communiqué de presse qui pourrait nous dire si Nicolas Sarkozy a été mis en examen ou encore si
puisqu'il est seulement placé comme témoin assisté dans cette affaire. Et nous saurons aussi s'il peut être à nouveau entendu. On parlait peut-être d'une autre audition demain ou un autre jour, un petit peu plus tard, une audition ou une confrontation dans l'affaire. Merci à vous, Antoine Estève. Alors qu'on nous dit que Thierry Herzog, maître Thierry Herzog, l'avocat Nicolas Sarkozy, aurait été aperçu dans la voiture avec Nicolas Sarkozy, la voiture qui a quitté, donc vous l'avez vécu en direct sur iTélé, la voiture qui vient de quitter pour rejoindre peut-être l'aéroport de Bordeaux. Nicolas Sarkozy aura été auditionné pendant plus de 12 heures donc par le juge Gentil dans le cadre de l'affaire Bettencourt. On y revient après la pub. Voleur? Brigand? C'est les réactions fréquentes encore aujourd'hui, oui. Moi, je me considère pas du tout comme un escroc ou un bandit. Ce que les gens pensent de la banque n'est pas ce que moi, je vis au quotidien. J'aime mon travail et je suis fier de ce que je fais. Je n'ai aucun intérêt à proposer un produit plutôt qu'un autre. Sur ma carte, c'est écrit conseiller particulier au Crédit Agricole Atlantique Vendée. Au Crédit Agricole, nos conseillers n'ont pas d'incitation financière à proposer un produit plutôt qu'un autre. Crédit Agricole, le bon sens a de l'avenir. Pour trouver la meilleure assurance, on peut compter sur le Lynx. Avec le Lynx.fr, comparez de grands assureurs et économisez. Toujours aussi malinx, le Lynx. Terre d'Hermès. Hé, voisin, regarde un peu ça, sans forcer. Et crac! Incroyable. Ouais. Je peux? Les nouvelles haches Fiskars pour couper du bois sans effort. Fiskars, réinventer le jardin. Bien. Créer le site de votre entreprise, c'est facile. Quelques clics suffisent. Choisissez parmi plus de 100 secteurs. Des designs personnalisables, ajoutez vos images et vos textes. Tout le monde peut désormais vous trouver. Essayez-le dès aujourd'hui. oneandone.fr. Tandis que le 7 accélère à 300 mètres du poteau, alors que le 2 s'envole et que le 8 a une de l'avance. On retrouve la grande de petit pas celui du 8 Comment s'est déroulée la course cette fois-ci? On était en 3e épaisseur, on est au vent, mais on a bien... Ceux qui n'y connaissent rien aux courses peuvent enfin gagner. Parier Spot choisit automatiquement vos chevaux en fonction des paris des autres joueurs. PMU, on parie que vous allez gagner. On ne va pas se mentir, troisième et dernière partie, on va retourner voir Antoine Estève parce que l'actualité se joue en ce moment même sous nos yeux et se joue à Bordeaux. Décidément, Bordeaux aura compté aujourd'hui entre le retour d'Alain Juppé et l'audition de Nicolas Sarkozy. Antoine, on l'a vécu en direct il y a moins de 5 minutes. Nicolas Sarkozy est sorti du bureau du juge Gentil. Oui, d'après nos informations, Nicolas Sarkozy vient d'être placé comme témoin assisté dans cette affaire. C'est en tout cas ce que le parquet semblerait communiquer à l'heure actuelle. Nous attendons un communiqué écrit, car vous le savez, c'est très important ici pour avoir une information à Bordeaux, d'avoir ce communiqué écrit qui provient du parquet, un parquet qui communique très peu sur cette affaire. Vous l'avez vécu en direct sur iTélé. On a vu sortir ce cortège de voitures du palais de justice d'un côté puis de l'autre. C'était pas facile du tout de savoir dans quelle voiture se trouvait l'ancien chef de l'État. Mais à l'instant, je viens de mes yeux de voir une photo prise par l'un des photographes qui a pu coller son appareil photo à la vitre. Et effectivement, on reconnaît l'avocat Maître Herzog à côté de son client Nicolas Sarkozy qui se trouvait bien à l'intérieur de cette voiture. Donc on pense qu'ils sont partis à l'heure actuelle pour l'aéroport de Bordeaux. Ça semblerait être l'hypothèse la plus plausible, que les auditions soient terminées ce soir à l'heure à laquelle je vous parle. Dans le cas contraire, eh bien, il pourrait y avoir reprise des débats et de ces auditions demain matin dans le bureau du juge Gentil. Antoine, pour être très clair pour nos téléspectateurs, s'il est effectivement, et on attend la confirmation, c'est de source d'un avocat pour l'instant, s'il a été placé sous le statut de témoin assisté, ça veut dire qu'il n'est pas mis en examen ce soir. Ça voudrait dire effectivement qu'il n'est pas mis en examen. Ça aussi, c'est très important pour la suite de cette affaire et notamment pour les confrontations à venir. Nicolas Sarkozy pourrait venir ici tout à fait librement comme simple témoin assisté.
Merci à vous, Antoine Estève. Vous voyez cette image-là, vous l'avez vécue en direct grâce à vous et à Jérôme Rampenou. Voilà la sortie de Nicolas Sarkozy, accompagné apparemment de son avocat Thierry Herzog, après 12 heures d'audition chez le juge Gentil, donc dans le cadre de l'affaire Bettencourt. Le juge Gentil qui voulait savoir si oui ou non Nicolas Sarkozy avait touché de l'argent des milliardaires pour financer peut-être illégalement sa campagne électorale en 2007. Donc apparemment, ce qu'il faut retenir ce soir, c'est qu'il n'y aurait pas de mise en examen. Une réaction autour de la table. Témoin assisté, ce n'est pas simple témoin. C'est le statut intermédiaire entre la mise en examen et le statut de simple témoin. Ça veut dire qu'on considère quand même que la présence d'un avocat sera requise de façon permanente désormais chaque fois que Nicolas Sarkozy sera entendu dans cette affaire. Ça peut être, ça ne l'est pas toujours, mais ça peut être aussi l'antichambre de la mise en examen. C'est tout. Razia Madi. La même chose que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire mal à l'aise, un sentiment de gêne. C'est quand même celui qui était président de la République il y a 6 mois. Il faut respecter la présomption d'innocence. Mais voilà, je suis un peu gêné quand même. C'était le président de tous les Français, même si j'étais fortement en désaccord, que je l'ai combattu. Et je vous dis, ce qui fait le plus de mal, je pense... dans l'opinion, qui fait le plus de mal, notamment au travers de la crise morale dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le fait que les choses traînent. Voilà. Et qu'il faut changer le statut pénal du chef de l'État pour qu'il y ait un doute, il y a nécessité d'entendre. Allez, ça se fait directement, ça traîne pas sur des années, sur des mois. Et évidemment, il faut des filtres pour respecter l'indépendance politique, l'indépendance de la justice. Il faut des filtres, ils sont prévus dans la réforme que l'on veut porter. Un sentiment de gêne et surtout un sentiment d'exigence pour que ça bouge vite sur ce sujet-là. Géraldine Poirot-Gauvin, probablement pas de mise en examen ce soir, en tout cas à l'heure où nous parlons. Réaction ? Les choses traînent. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, est devenu un justiciable comme les autres depuis le 7 mai. Donc les choses ne traînent pas tant que ça. Et donc moi, je n'ai absolument aucun commentaire à faire sur l'actualité du jour. Je respecte la présomption d'innocence et je respecte les institutions de mon pays, l'indépendance de la justice. Donc je n'ai pas plus de commentaires à faire. Alexandre Varlet, un commentaire, on passe au coup de gueule. Non, moi je trouve que ça... Je vais avoir 2 commentaires. Je trouve que ça traîne pas parce que l'affaire a débuté en 2010, on est en 2012, etc. Je trouve que pour une affaire comme ça, c'est pas très long. Moi, je pense où est le véritable problème, c'est sur le financement des campagnes. Je pense que les lois actuelles sont complètement dépassées et qu'il faudrait permettre, comme aux États-Unis, de financer qui on veut, comme on veut, quand on veut, et ça permettrait. Aux États-Unis, c'est limité aussi, c'est encadré, contrairement à ce que vous croyez. Pour vous dire, pour avoir une femme qui est directrice financière d'un groupe américain, je veux dire que si c'est limité où alors. Non, c'est encadré. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça permettrait, sur le discours de l'entreprise, d'avoir un autre discours de l'entreprise, parce que quand on irait voir l'entreprise pour lui demander de financer son candidat, on arrêterait de dire que des patrons sont des voyous à longueur de journée. Non. Bien. C'est une blague, ça. Mais si, c'est ça. Mais non, c'est ça pas veut une dire blague. quoi? Qui a dit que... Il reste 1 minute. En gros, c'est un candidat de droite. Qui décide, c'est ça? Un candidat de droite aurait le droit de faire une campagne à 600 millions et un pauvre petit candidat de gauche à 100 millions. Il reste 40 secondes. Est-ce que vous avez envie de faire vos coups de gueule? Qu'est-ce qui vous a énervé depuis ce matin, depuis que vous êtes réveillés? En 10 secondes chacun, en un mot. Allez, Béatrice Poirot-Gauvin. Moi, ce qui m'énerve, voilà, y en a un qui est énervé. 4 jours qu'on parle du Congrès, et qu'on parle plus de vous, l'UMP. Non, alors qu'il y a un sommet européen, alors qu'il y a des choses qui se passent à Gaza, en Israël. Enfin, ça va, c'est bon. Non, moi, mon coup de gueule, c'était effectivement l'actualité depuis 4 jours à l'UMP. Et je voudrais je voudrais qu'on respecte les militants et leur dire qu'on va s'en sortir et que voilà, ça y est, la solution est en voie. Mon coup de gueule, j'invite les gens qui ne l'ont pas lu à lire la motion de la droite forte pour voir ce que c'est que l'UMP en plein délire. Quand on voit par exemple qu'on peut faire des propositions du style on va mettre dans la Constitution la France est une république laïque de tradition chrétienne, on se pince juste. Alexandre Varlet, votre coup de gueule. D'accord sur la droite forte, je pense que c'est un peu la France en 40, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de gauche qui s'est allié à quelqu'un d'extrême droite et ça donne pas des bonnes choses. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. On va se quitter sur l'image de la soirée. Nicolas Sarkozy qui sort, vous allez le voir, du palais de justice de Bordeaux. Nicolas Sarkozy qui devrait être placé sous le statut de témoin assisté. La grande édition y revient. Olivier Galzi, Maya Loquet. Merci à tous, à demain.